Je vais commencer officiellement. Alors, bien, c'est un grand plaisir pour moi de vous souhaiter la bienvenue ce soir à notre troisième mercredi de l'histoire à la Haute-Saint-Charles de la saison 2020-2021. Alors, pour la troisième fois, donc, on fera, comme vous le devinez, là, un mercredi de l'histoire à distance, donc directement de la maison. Alors, les conditions sanitaires nous obligent à être dans ces conditions-là. Alors, ben, je vous souhaite la bienvenue. Je suis content qu'on soit là en aussi grand nombre. Juste une autre petite spécification, je vais l'avoir, c'est de vous dire qu'on est en train d'enregistrer, en fait, le mercredi de l'histoire là, pour le garder dans nos archives et pour éventuellement en diffuser une partie, en fait, sur le compte Facebook là, lorsque la présentation sera commencée. Ah, ils sont des salutations des membres de Montréal. Là. Mon frère Michel nous salue directement de Montréal. Alors, je suis bien content. Alors, ben voilà, ce soir, là, c'est mon collègue Denis Paul qui va animer la présentation de ce soir. Donc, Denis Paul, que vous connaissez probablement toutes et tous, qui est notre vice-président aussi, et qui, ben, c'est moi qui va contrôler, par exemple, la présentation PowerPoint. Alors, changer comme d'habitude, vous le savez bien. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui sont ici pour la première fois. Un mercredi de l'histoire, c'est quoi? Ben, c'est une présentation sur un thème, une présentation d'archives et un échange, un dialogue, afin d'échanger sur ce qu'on est en train de présenter comme pièce d'archives. Quelques petits messages également avant de commencer officiellement. Bien, vous avez reçu, à titre de demande, bien sûr, votre dernier bulletin. Dernièrement. Alors, je tiens à remercier toute l'équipe du conseil d'administration et les bénévoles du comité du bulletin qui ont participé à la rédaction de ce bulletin-là, qui devait au départ vous parvenir en mars, mais vous devinez qu'il y a eu quelque chose en mars qui s'est déroulé et qui nous a empêché de pouvoir vous le partager. Alors, on est bien content de pouvoir vous l'avoir transmis dans les dernières semaines. Je tiens aussi à vous dire que à la suite du décès de notre ami Gilles Martel à la fin de l'été dernier, bien, on a acquis en fait à la Société d'histoire des documents en fait que sa conjointe nous a fait parvenir. Et éventuellement, donc, probablement à la fin de la saison 2020-2021, on pourra vous présenter un mercredi d'histoire ayant pour thème Gilles Martel. Alors, ça me fera un grand plaisir de vous monter un mercredi d'histoire sur ce grand personnage de notre histoire locale, de notre histoire commune. Sinon, bien, c'est ça, là, je souhaite la bienvenue à ceux et celles qui sont arrivés, qui viennent tout juste d'arriver. Ça me fait plaisir de vous voir. Ce soir, alors, on a un mercredi de l'histoire qui porte sur la section est de notre territoire, donc sur la seigneurie Saint-Ignace. Et ben, c'est un plaisir pour moi de laisser la parole ce soir à mon collègue Denis. Je tiens à spécifier que c'est seulement la deuxième fois dans l'histoire des mercredis de l'histoire que je n'animerai pas un mercredi de l'histoire. La première fois, c'était le 5 décembre 2012, alors que mon garçon était en train de naître. Et la deuxième fois, bien, c'est ce soir. Puis ça me fait un grand plaisir de pouvoir assister, comme je vous disais tout à l'heure, à quelqu'un qui nous parle de notre histoire locale. Ça va être un grand plaisir pour moi. Je ne serai pas loin, hein, pour assurer Denis, c'est moi qui va s'occuper de partager l'écran. Ce que je fais déjà à l'instant, je partage mon écran et on pourra écouter notre ami Denis là, qui va nous parler de la seigneurie Saint-Ignace. Alors, Denis, c'est bon, on est ensemble, on y va. Merci, Denis. Hey. Alors, merci. Bonsoir tout le monde. Je suis un Loretteville-lois de souche. Mes parents sont de Loretteville. J'ai 3 grands-parents sur 4 qui sont de Loretteville-Saint-Ambroise. Il y en a ma grand-mère paternelle est de la Longue-Queue. Ma grand-mère maternelle est du haut du village, comme elle disait, la rue du Buisson. Et mon grand-père, Edmond, il est né à Saint-Émile et il a atterri sur le boulevard Valcartier, la rue Saint-Ambroise, à 5 ans. Donc, il y en aurait 100 quelques présentement, de 120, 130. Là. Alors, c'est pour vous dire qu'on est ancré dans notre secteur. Je suis peu familier avec les conférences Zoom, je peux vous le dire. Je suis habitué à donner des conférences debout avec des cartes et des projections. Ce soir, je m'essaie. Mario, il dit qu'il me comprend. Bon, alors, on va parler de la seigneurie Saint-Ignace et du Moulin des Mers, d'hier à aujourd'hui. Pour débuter, nous allons nous situer dans le temps et dans l'organisation de la Nouvelle-France.
Alors, Samuel de Champlain, tout le monde le connaît, est arrivé en 1608 à Québec avec quelques hommes pour coloniser la Nouvelle-France. N'oublions pas que tout le territoire est couvert de bois et de forêts. Alors, après des débuts difficiles, on fait venir des colons. Le premier colon, c'est Louis Hébert, apothicaire, qui a déjà fait 2 séjours à Port-Royal avant de partir pour Québec le 11 mars 1617 avec sa femme Marie Rollet, leurs enfants Anne, Guillemette, née en 1608, et Guillaume, ainsi que son beau-frère Claude Rollet. Ils savent qu'ils feront l'histoire. Louis Hébert sera le premier chef de famille vivant de la culture. Apothicaire, il pourra étudier la flore et chercher les plantes médicinales. À leur arrivée, on leur confie des terres sur le Cap Diamant. Le fief du Saut-au-Matelot en 1623, ce qui est de la Haute-Ville, environ la rue Buade jusqu'à la rivière Saint-Charles. Leur premier hiver en 1617 est difficile car ils ont construit leur maison face au nord-est, dans ce qui est présentement la cour du séminaire. Alors, avec le vent et le froid et la neige qu'ils n'avaient pas prévu, ils ont gelé. Et c'est ça. Et plus tard, ils en ont construit une seconde dans ce qui est maintenant le terrain de stationnement du séminaire. Et là, ils avaient construit une brasserie, un four, un puits et un pigeonnier. En 1626, il reçoit aussi le fief Saint-Joseph de l'Espinay. On en parlera tantôt. Leur fille Guillemette Hébert se marie à 13 ans avec Guillaume Couillard le 26 août 1621. C'est le premier mariage à Québec. Couillard avait environ 30 ans, était arrivé à Québec en 1613 comme engagé et sera en 1627 le premier cultivateur à posséder une charrue et des bœufs. Ils eurent 10 enfants et à cette époque-là, vers 1627, il y avait 72 personnes qui vivaient à Québec. Louis Hébert meurt à 52 ans le 25 janvier 1627 d'une chute du toit de sa maison en voulant le déglacer. Marie Rollet se remarie en 1629 et ses enfants héritent du fief. En 1632, le couple Couillard reçoit en cadeau le premier esclave noir de Québec qui sera baptisé Olivier le Jeune et il le traite en domestique au lieu d'en esclave. Au fil des ans, Guillemette vend des parties de son fief pour les installations de l'hôpital, d'une école de commerce. En 1666, Guillemette vend la part qui lui reste des terres auprès du séminaire qui ont besoin d'espace pour le séminaire, l'église, un futur hôpital. Elle meurt à 70 ans en 1684. Alors, je vous emmène tranquillement à la seigneurie Saint-Ignace. En 1627 débute le régime seigneurial par la Compagnie des 100 associés. Ce régime-là dure jusqu'à 1854. En 1854, 80% de la population vivra en milieu rural. Il y a eu 200 seigneuries de concédées. La terre est concédée aux personnages les plus influents de la colonie, qu'on appellera seigneurs, qui à leur tour concèdent les parties à des censitaires. On développe les premières seigneuries à l'est, car le fleuve facilitait la circulation. Certaines terres étaient très étroites et pouvaient mesurer 6 000 de long. Exemple à Beauport. C'est ce qu'on a ici. Je ne sais pas si vous voyez bien, là. On est sur le bord de la chute Montmorency, de la rivière Montmorency. Et ce sont toutes de petites terres étroites, quelques perches par 6 km de long. Il y a des cultivateurs qui disaient qu'ils n'avaient jamais vu le bout de leur terre. Tranquillement, on s'aperçoit. Alors, mais toutes les terres donnaient sur le fleuve. C'était ça l'important ou l'axe important parce que c'était le moyen de communication. Il n'y avait pas de route encore. Et tranquillement, on s'aperçoit vers la gauche que la forme des terres change. Elles deviennent un petit peu plus grandes et il y a des rentes formées. Le seigneur engage des censitaires pour 2 ou 3 ans et on leur donne une terre après leur mandat. Mon ancêtre, Paul Huss, en 1669, avait travaillé pour Robert Giffard et après son contrat, il a reçu des terres à Sorel. Entre autres, il a reçu l'île aux Vaches. Ceux qui ont déjà fait
la tournée des îles à Sorel, l'île aux Vaches, était appartenu à un de mes ancêtres. Le modèle change. On essaie Bourg-Royal et Charlesbourg. Alors, je ne sais pas si vous remarquez, ils sont faits en carré. Au centre, il y a, comme pour Charlesbourg, le trait carré. Alors, on construit des habitations et des installations, et les terres sont en angle vers les limites. Alors, chacun a une pointe de tarte. Il y a une quarantaine de concessions à ce moment-là. Pour la seigneurie Bourg-Royal, c'est le carré de Tracy. Alors, ceux qui ont déjà passé par le chemin Bourg-Royal, carré de Tracy, si vous allez à la Maison du Renouveau, qui est dans le carré de Tracy, alors c'est encore l'empreinte de la seigneurie carré. Le nom de Charlesbourg est donné par les Jésuites, seigneurs des lieux, en l'honneur de Saint Charles Borromée, en qui ils ont une grande dévotion. Lorsque la seigneurie fut complétée, on construit tranquillement vers l'ouest. Alors, vous voyez ici, Mario nous montre les deux seigneuries qui sont contiguës. La seigneurie d'Orsainville, la première, et la seigneurie de l'Espinay, ou Saint-Joseph, dite de l'Espinay. C'est cette seigneurie-là qui avait été donnée à Louis Hébert, quand je vous parlais tantôt qu'il y avait eu la seigneurie Saint-Joseph. C'est cette seigneurie-là qui a été donnée à Louis Hébert, et où Marie Rollet, pas Marie Rollet, sa fille, avec Couillard, se serait en allée parce que sur le long de la limite, c'est marqué, à quelque part, les terres de la veuve Couillard. Alors, sur le long de la limite, avec la seigneurie Saint-Ignace, c'est marqué les terres de la veuve Couillard. C'est exactement là. Merci. Le 11 avril 1647, Robert Giffard, premier médecin de l'Hôtel-Dieu et seigneur de Beauport, obtint une seigneurie à l'ouest de la seigneurie de l'Espinay. Il la donne aux hospitalières ou Augustines de l'Hôtel-Dieu de Québec en dot pour sa fille Françoise, qui a pris le voile en 1646. Alors, c'est exactement ça. Il concède donc une terre d'une demi-lieue de front sur la rivière Saint-Charles. Alors, la limite du sud est la rivière Saint-Charles. Alors, une demi-lieue, c'est 2,5 km ou 42 arpents. La seigneurie a donc 2,5 km sur 50 km de long. On lui donnera le nom de Seigneurie Saint-Ignace en l'honneur de la mère Marie Guénet de Saint-Ignace, première supérieure de l'hôpital Hôtel-Dieu de Québec, du groupe des 3 religieuses arrivées le 1er août 1639. Donc, bornée à l'est par la Seigneurie Saint-Joseph ou de l'Espinay, qui mesure 1/4 de lieue ou 1 km. On l'a vu tantôt sur la carte, elle était plus étroite. La limite deviendra la grande ligne. On va l'appeler la grande ligne, connue maintenant sous le nom de Pierre Bertrand. Elle s'est déjà appelée aussi Côte-Sainte-Claire, mais c'était plutôt Sainte-Claire. Sainte-Claire, le nom d'un anglophone dont les terres longeaient le chemin. Ce chemin fut construit par les sœurs pour permettre aux colons du rang Saint-Ignace de monter au moulin. Le chemin de la Grande Ligne au lac Saint-Charles est la suite directe de cette frontière. Alors, on a fait un chemin, mais on ne l'a pas fait la Grande Ligne au complet comme chemin. On l'a arrêté à Côte-des-Érables, on verra tantôt. Et donc, quand vous montez là, dans les terres à Stoneham, au lac de l'Age, il y en a qui connaissent ça, le lac de l'Age, vous passez par le chemin de la Grande Ligne, alors c'est la ligne directe, la suite directe de cette frontière. La frontière ouest est la seigneurie Saint-Gabriel, donnée aussi par Robert Giffard aux Jésuites en 1651 au profit des Hurons. Cette limite est la côte à Pajot, de la colline où Robert Bourassa, sur 50 km elle aussi, sauf qu'elle n'a pas été en chemin ou tracée en chemin sur 50 km elle non plus. On a la partie de la côte à Pajot qui avait été tracée à ce moment-là. Le fond des terres, donc les fonds des terres de Saint-Jacques arrivent sur la limite, on les voit ici, c'est ça. Ils sont à côté, à la limite ouest de la seigneurie Saint-Ignace. Donc, on peut voir ici la seigneurie d'Orsainville, la seigneurie de l'Espinay, la seigneurie Saint-Ignace et les limites de la seigneurie Saint-Gabriel et Sillery, Sainte-Foy qui sont contiguës et qui sont toutes bornées au sud par la rivière Saint-Charles.
la seigneurie compte 5 rangs principaux. Même si elles ont reçu la seigneurie en 1647, il faut attendre 15 ans avant de concéder des terres. La crainte des Iroquois nous empêchera d'y mettre des habitants jusqu'à 1662, lit-on dans les annales des Augustines. Donc, le premier développement, c'est la route Saint-Ignace, dite de la Petite Rivière. Ceux qui sont déjà allés là, à Duverger, il y a longtemps, on disait qu'on passait par la Petite Rivière. La Petite Rivière était en opposition à la Grande Rivière qui était le fleuve. Il y avait un avantage, c'est qu'ils pouvaient utiliser la rivière Saint-Charles pour naviguer jusqu'à leur terre. Alors, c'est donc le nom Saint-Ignace, c'est bien encore pour la première sœur, la première supérieure arrivée. Alors, la première concession a été donnée le 29 juillet 1670. Deuxième concession, deuxième route, la route Saint-Bonaventure. C'est aujourd'hui Chauveau. Elle est nommée en l'honneur d'une des 3 fondatrices de l'Hôtel-Dieu, Marie Forestier de Saint-Bonaventure. Ce rang était prévu plus bas. Il correspond à ce qu'on connaît présentement de la rue Bouvier. Donc, ce qu'on voit sur la carte, c'est la route prévue de Saint-Bonaventure, sauf que les colons se sont installés à l'autre bout des terres, plus haut. Ils ont voulu se rapprocher d'un futur moulin. Alors, et ils se sont construits sur la partie nord des terres, sur Saint-Bonaventure. Alors, la limite en bas, donc, c'était la rue Bouvier. Les parents de Marthe Bédard, plusieurs personnes la connaissent à Loretteville, avaient une terre de 2 arpents sur 50 vers le sud sur Saint-Bonaventure, donc sur Chauveau. 10 générations se sont succédées. Une partie a été expropriée pour l'autoroute de la capitale. Alors, c'est pour vous dire là, la longueur des terres, on s'imagine. Que Pierre Auclair a construit à mi-terre, voulant être plus près du moulin à venir. C'est la maison L'Heureux. Alors, lui, quand on passe dans Charlebourg-Ouest, sur Bastien, on voit cette maison-là, la maison L'Heureux. Alors, lui, il s'était construit à l'autre bout de la terre pour être plus près du moulin. La troisième route, c'est la route Saint-Bernard. La route Saint-Bernard, c'est le petit chemin, c'est ça, c'est un chemin de traverse, c'est le chemin en diagonale. Elle partait de la Grande Ligne. Alors, on montait la Grande Ligne, on prenait Saint-Bernard, on appelle ça la Côte des Érables maintenant. Là. Alors, on descendait Saint-Bernard et on traversait en diagonale. Le chemin est encore à peu près le même. On traversait un pont et on allait là. C'est le chemin qui menait à la Jeune Lorette. On s'en allait jusqu'au bout de Saint-Romain. Alors, Saint-Bernard, c'est le nom de la 3e fondatrice de l'hôpital Hôtel-Dieu. C'était Anne de Contre de Saint-Bernard. Elle s'était aussi appelée Saint-Joseph et Chemin du Roi, ce bout-là. Et la suite de Saint-Bernard, c'était Saint-Bonaventure, où la flèche, le coin de la flèche, là, ça c'est Saint-Bonaventure, Chauveau maintenant. Là. Le chemin Saint-Romain, plus haut, il s'est développé entre 1681 et 1724. Il se prend par le chemin du lac Saint-Charles, qui est Élisabeth II, okay? Qui monte là. Alors, c'est le chemin Saint-Romain. Il est nommé en l'honneur de Romain Chapeau, contremaître des religieuses. Il correspond à la rue Auguste-Renoir. Alors, on prend un peu Élisabeth II, Auguste-Renoir, là, c'est en face du Chaloux. Puis il s'en va jusqu'à Dolorama, le Jean Coutu. Alors, c'est ce bout-là qui s'appelait Saint-Romain à l'époque, qu'on a appelé ça, après ça, Saint-Paul, puis après ça, Auguste-Renoir, pour éviter les confusions. Le rang suivant, c'est Notre-Dame de la Miséricorde. Notre-Dame de la Miséricorde, il s'est construit entre 1690 et 1729. Il s'est appelé en hommage des Augustines de la Miséricorde. C'était le nom de la communauté. Aujourd'hui, c'est le chemin de la Faune, la route de la Faune. Au 19e siècle, on appelait ce rang Choyen. On sait que depuis la prise du fort Chouagan
par Montcalm en 1756, on appelle par dérision choyens ceux qui pactisent avec les Anglais. Alors, probablement qu'il y avait des choyens dans ce secteur-là. On n'en sait rien, mais il y a beaucoup de gens de Saint-Émile-des-Anciens qui se faisaient appeler choyens. Alors, c'est une légende, ça peut être ça. Il y avait aussi plus haut le rang Saint-François-Xavier et le lac Saint-Charles. J'en parle moins. Alors, en 1668, on dénombrait une centaine d'habitants à l'ouest de Charlesbourg. En 1739, il y avait 50 maisons et en 1784, 84 maisons sur toute la seigneurie Saint-Ignace. En 1695, 30 ans après le début de la seigneurie, les seigneuresses ont été forcées de construire un moulin à farine pour les habitants de la région. Elles avaient toujours repoussé cette époque-là de construire un moulin. Parce que c'était dans leur devoir de seigneur d'avoir un moulin faisant farine, comme dit Mario des fois. Alors, le moulin des Mères se reconstruit par Jean le Rouge et il est situé sur le côté est de la rivière du Berger, au nord du pont actuel. À la fin du contrat, qui a coûté 1800 livres, le moulin ne fonctionnait pas. Il avait été mal fait. Des travaux de 300 livres d'au moins 300 livres furent nécessaires pour le rendre utilisable. En 1703, les Mères donnent le moulin en location plutôt qu'à un engagé. Jacques Fréchet est le premier locataire et en 1714, pour le bon fonctionnement, pour que le moulin fonctionne comme du monde, il a fallu faire des rénovations majeures. Donc, le moulin a des débuts difficiles suite à une mauvaise conception, mais entre 1695 et 1733, il y a eu de l'activité. Les cultivateurs de Saint-Ignace et de Saint-Gabriel devaient aller à ce moulin parce que le moulin sur la Saint-Charles fut érigé en 1732. C'est ce que, si je me rappelle bien, à ce moulin, le moulin des Mères, que Nicolas Ledoux d'Ilatreille allait faire moudre son grain. C'est ça, Mario? C'est exactement ça. Pour moi, c'est un grand plaisir d'entendre parler de Nicolas Ledoux d'Ilatreille par quelqu'un d'autre que moi. En fait, c'est une légende. Oui, effectivement, Nicolas Ledoux d'Ilatreille avait une terre dans Saint-Gabriel, mais il est allé faire moudre son grain dans le moulin des Mères, donc au coin d'Élisabeth II et de Bastien aujourd'hui, si on veut. Et c'est en revenant de ce moulin-là qu'il avait attendu son voisin François Chartré et qu'il l'avait battu à coups de bâton sur la tête. À moi, au meurtre, on m'assassine, avait-il dit, recevant des coups sur la tête. Je m'exclus maintenant. Merci, Denis, d'avoir fait allusion. Pour moi, c'est un grand personnage. Oui, c'est ça. C'est une légende dans nos mercredis de l'histoire. En 1737, comme l'emplacement choisi n'était pas idéal et après plusieurs poursuites, le moulin fut déconstruit et reconstruit à son endroit connu sur un emplacement déjà concédé. On a le lieu où on a déconstruit et reconstruit. Les sœurs ont usé de leur droit seigneurial pour déménager le moulin parce que les gens ne voulaient pas céder leur terre. Alors, elles l'ont déménagé sur les terres d'Antoine Parent. À ce moment-là, il a 30 pieds en carré, mais au démembrement de 1781, il mesurait 45 pieds par 30. Alors, on l'avait agrandi. Alors, on voit ici l'installation qu'il a fallu faire, là. Il y avait le moulin, un barrage, il y avait une grange aussi. Alors, on passait par le rang Saint-Bernard. On s'aperçoit que le rang Saint-Bernard coupe les terres en diagonale. Il coupait les terres. Et on pouvait aller au moulin des Mères. Et le rang Saint-Bernard, ça continuait plus loin, encore en diagonale sur les terres. C'est un chemin de traverse pour aller à la Jeune-Lorette. Alors, on le voit ici comme il faut. Alors, on dit la ligne tracée au nord entre le lot 53 et 54 représente le chemin que les gens devaient prendre du moulin, c'est ça, pour aller à l'église. Alors, on partait de Saint-Romain pour y aller. Saint-Romain est en haut. En 1793, les habitants de Saint-Ignace et de Saint-Gabriel demandent à Monseigneur Joseph Hubert une paroisse qui leur fut accordée en 1794. Le premier curé est Joseph Paquette, natif du rang Saint-Romain,
Il était curé sur la Rive-Sud, puis il y a eu une lettre disant de s'en venir à Saint-Ambroise en 1794. À ce moment-là, la partie ouest, à l'ouest de la rivière du Berger, de la seigneurie Saint-Ignace, la partie ouest, séparée par la rivière du Berger, est annexée à la paroisse Saint-Ambroise. Cette limite est toujours en vigueur. Selon moi, cette limite paroissiale qui a séparé ou qui a scindé en deux la paroisse Saint-Charles et le secteur de la seigneurie Saint-Ignace. Il y a eu des conflits à ce moment-là pour l'entretien des routes et du pont des Mers, car les habitants de la nouvelle paroisse ne voulaient plus payer leur part, n'ayant plus à traverser pour aller à l'église et au moulin. En 1855, à la fin du régime seigneurial, la municipalité de la paroisse Saint-Ambroise de la Jeune-Lorette est fondée selon le territoire de la paroisse religieuse. En 1855, il y avait 523 concessions, dont 241 au lac Saint-Charles, dû à la présence de vacanciers autour du lac. Si on parle du moulin des Mers, on dit que, je reviens un peu sur le moulin des Mers, il y a eu 10 meuniers qui 10 meuniers archivés qui ont loué le moulin des Sœurs. Le premier, c'était Joseph Barbeau, et après ça, il y a eu une veuve, la veuve Jean Bédard et son fils Jean-Baptiste, il y a Joseph Barbeau, Joseph Pénisson père, Joseph Pénisson fils, Joseph Pénisson qui revient, Joseph Barbeau, Jean Derry et Augustin Langnon en 1848. Le 15 mars 1855, les hospitalières vendent le moulin à Jean-Baptiste Piché, commerçant de Québec, pour 450 livres courantes. Après 1855, les propriétaires successifs l'agrandissent et le font servir à différents usages. Le moulin, appelé d'abord Moulin des Dames, est appelé par la suite Moulin des Mers, et on a une photo. C'est ce qui en restait au moment de la photo, là, dans les années 50 ou 40 et 50, c'est ce qui restait. On s'aperçoit que c'est quand même un édifice assez imposant, mais il n'y a pas beaucoup d'archives de photos ou de peintures sur ce moulin par rapport au moulin de la rivière Saint-Charles, au moulin de Loretteville, de Lorette, qui a beaucoup, beaucoup d'artistes qui sont venus le peindre. Le moulin des Mers, il n'y a pas d'archives. C'est la photo qui a été trouvée à un moment donné de ça. Ce qu'il en reste présentement, c'est quelques pierres au niveau du sol. Hein, Mario, quand vous avez visité ça, là, il y a quelques pierres. Peut-être une trace de barrage. J'ai eu le bonheur d'aller sur un terrain privé pour avoir accès à la rivière du Berger et aux ruines du Moulin des Mers avec Charles, qui est ici dans la salle, mais également avec M. Gilles Beaulieu, que j'ai vu tantôt, et M. Yves Gariepi, alors qui était originaire du secteur du Moulin des Mers. On est allés ensemble, les quatre, se promener sur les rives de la rivière du Berger il y a quelques années maintenant. Et on a pu constater, en fait, qu'il ne reste à peu près rien du Moulin des Mers, là, comme l'a dit Denis il y a un instant, là, quelques pierres là, de la fondation probablement qu'on peut retrouver sur le bord de la rivière, et peut-être qu'il y en aurait aussi là, autour là, sur le terrain qui est aujourd'hui un terrain privé. Alors, entre probablement les années 40-50 et aujourd'hui, ben, ce qui restait là, de la photo que vous voyez présentement a complètement disparu là, avec le temps. Je ne sais pas si M. Beaulieu, M. Gariepi ou Charles veulent ajouter quelque chose là-dessus, là, puisqu'ils étaient avec moi. En 1950, il restait la moitié de ce qu'on voit sur la photo. Merci, M. Gariepi. Merci. Oui, est-ce que je peux intervenir? M. Beaulieu, allez-y, M. Beaulieu. Oui, effectivement, le moulin a été détruit en 1974 à peu près. Parce que c'était dangereux, qu'on allait jouer là, les jeunes allaient jouer là. C'était très, très dangereux. Ça fait que le propriétaire, Armand Petit, je crois, a démoli le moulin complètement. C'est tout. Merci, M. Beaulieu. Merci. Merci. Alors, sur la seigneurie Saint-Ignace, tantôt, je vous ai dit qu'en 1855, donc, il y avait 553 concessions. Sur le rang Saint-Ignace, il y avait 20 concessions. Sur le rang Saint-Bonaventure, il y en avait 72, c'était un rang double.
Sur le rang Saint-Bernard, il y en avait 42. Sur le Saint-Romain, il y en avait 51. Sur le Notre-Dame de la Miséricorde, il y en avait 59. François-Xavier, il y en avait 38. Il faut dire que François-Xavier, on s'est aperçu que les terres étaient rocheuses. Alors, on a moins développé ce secteur-là. On l'a gardé pour des terres à bois, comme on dirait. Les sœurs s'en étaient gardées quelques-unes et on a concédé des terres à bois sur cette section-là. Et le lac Saint-Charles, il y en avait 241. Mais comme je l'ai dit tantôt, il y a beaucoup de terres qui ont été concédées autour du lac pour des vacanciers, pour des gens de Québec qui voulaient avoir, et Québec et l'alentour, qui voulaient faire de la villégiature au lac Saint-Charles. C'est pour ça qu'il y a 241 terrains concédés. Donc, j'ai parlé de territoire de la municipalité de la paroisse Saint-Ambroise de la Jeune-Lorette, qu'on a fondé selon le territoire de la paroisse religieuse. Cependant, en 1904, l'organisation municipale forme deux entités. La municipalité de la paroisse Saint-Ambroise de la Jeune-Lorette, qui couvre le territoire du Moulin-des-Mers jusqu'à Henri IV, Lormière, la Longue-Queue, Saint-Raphaël, et qui est devenue Neuchâtel en 1963. Il faut noter que l'hôtel de ville de la municipalité de la paroisse est sur la rue Racine, dans Loretteville, jusqu'en 1963, alors qu'elle déménagera sur Lormière. Au centre, c'est la municipalité du village de Saint-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette qui deviendra Loretteville en 1913. En 1964, on devient donc la ville de Neuchâtel et en 1971, elle se fusionne à Québec, donc la municipalité de paroisse. C'est un pied de nez à Loretteville qui voulait fusionner Neuchâtel. Loretteville est alors isolée au cœur de Québec. Mon beau-père, policier à la ville de Québec, trouvait qu'on restait loin à Loretteville. Sauf que quand Neuchâtel a été annexé à Québec, ils sont venus patrouiller. Les policiers de Québec venaient patrouiller à Loretteville et ils devaient monter sur le boulevard Valcartier jusqu'aux limites de Saint-Gabriel-de-Valcartier. Là, ils s'étaient aperçus que c'était loin. Mais ils étaient contents qu'on reste à Loretteville parce qu'ils pouvaient venir aux toilettes chez nous, ils pouvaient venir se reposer. Il n'y avait pas de Tim Hortons et de McDo dans ce temps-là, en 1971. Il n'y avait pas de lieu ben. Puis ils n'allaient pas se reposer au poste de police de Loretteville pour aller aux toilettes. Alors, ils venaient chez nous. Lui, il venait chez nous. Il y en a d'autres qui ont dû aller ailleurs. Je sais qu'il y a des policiers de Québec qui restaient à Loretteville. Alors, c'était une petite anecdote. Là, après ça, il a arrêté de dire qu'on restait loin. Alors, pour la paroisse religieuse, le Moulin-des-Mers est desservi par Saint-Ambroise jusqu'en 1962, alors qu'on y fondera la paroisse Saint-André. On avait déjà séparé les paroisses du Lac-Saint-Charles en 1905, Saint-Gérard en 1905 aussi, Saint-Émile en 1925 et Sainte-Marie-Médiatrice en 1946. Maintenant, je vais vous parler de personnages du Moulin-des-Mers qui ont marqué l'histoire un peu, l'histoire de nos jours. Tout le monde se rappellera de C.A. Savard. Non, je n'ai pas d'image sur lui. Monsieur C.A. Savard, Charles-Auguste de son nom, a été maire de la municipalité de la paroisse Saint-Ambroise de la Jeune-Lorette de 1947 à 1964. De plus, en 1942, il était commissaire de la commission scolaire de la municipalité de Saint-Ambroise. De 1944 à 1966, il a été aussi président de la commission scolaire de la municipalité de Saint-Ambroise, qui est devenue la commission scolaire de Neuchâtel, qui est devenue la commission scolaire catholique de Neuchâtel. De 1965 à 1968, il a été premier président de la commission scolaire Chauveau. Il y a un centre à son nom. Il y a eu une école préfabriquée à son nom, puis il y a une rue à son nom. En 1962, il travaille pour obtenir une paroisse et devint un des 6 marguilliers. Une rue porte son nom. À noter que la rue Saint-Charles est nommée en l'honneur de C.A. Mauger, Charles-Auguste Mauger, propriétaire des terrains de cette rue, qu'on nommait aussi rue de l'École du Moulin-des-Mers. Ah oui, j'ai oublié, j'ai passé un bout. Si on regarde aujourd'hui, qu'est-ce qui est devenu la seigneurie Saint-Ignace aujourd'hui? On s'aperçoit qu'en bas, il y a le boulevard Wilfrid Hamel et Père Lelièvre qui sont
les limites. Wilfrid Hamel n'existait pas à ce moment-là, mais on a encore le Père-le-Lièvre, le boulevard Père-le-Lièvre, le long de la rivière. On a Pierre Bertrand à l'est, qui est la limite est de la seigneurie. On voit l'autoroute de la capitale qui est en bas de Bouvier. Alors, Bouvier sera, je n'ai parlé tantôt, serait la limite des terres de Saint-Bonaventure, là. Alors, tu as l'autoroute de la capitale qui est parallèle à Bouvier. Un petit peu plus haut, on a le boulevard Le Bourgneuf qui, par rapport au temps de la seigneurie, n'existait pas. Là. Il n'y a pas de référence. Plus haut, on a Chauveau, qui était Saint-Bonaventure, avec la côte des Érables. Le boulevard Bastien qui traverse, qui s'appelait Saint-Bernard, donc c'est encore des routes existantes. Le trait d'union, pas le trait d'union, mais le pointillé, c'était une ligne imaginaire. Là. Il y a, ni la grande ligne n'a jamais été développée dans ce coin-là. Là. Si on regarde à l'ouest, ben, il y a de la colline jusqu'à Chauveau. Dans le fond, c'est Robert Bourassa de la colline jusqu'à Chauveau. Et on s'aperçoit que l'autoroute Robert Bourassa ne suit pas la ligne de démarcation de la seigneurie Saint-Ignace. Robert Bourassa rentre un peu dans les terres pour aller rejoindre l'autoroute de la capitale. Alors, c'est un peu ce qui en reste aujourd'hui. Il n'y a pas de trace de nom présentement là, sur Denis, je pense que M. Gilles Beaulieu veut poser une question. Allez-y, M. Beaulieu. S'il vous plaît, seulement qu'une précision. Vous m'entendez? Oui. Oui. Donc, pendant que la carte elle est là, quand on parle de la route Saint-Romain en haut, d'accord? Auguste Renoir. On voit la route Saint-Romain. On a Auguste Renoir. On l'appelait, au début, on disait le rang Saint-Romain, après ça, c'est Saint-Paul, Saint-Renoir. Mais en réalité, on voit qu'elle arrête à la rue Élisabeth II. Oui. Puis quand on parle, la vraie rue Saint-Romain, c'était plus haut. C'est là qu'étaient les habitants. La rue Saint-Romain est peut-être 500 mètres plus haut, là. C'est ce qu'on appelle le rang Saint-Romain. C'est là qu'il y avait une cinquantaine d'habitants, parce que c'était des plaines qui étaient là. La culture s'est faite très, très tôt, après Charlebourg. Là. Parce qu'au début, la route Saint-Romain, il y avait ce qu'on appelle la route Saint-Romain, Saint-Paul-Renoir, il n'y avait personne. Là. Il y avait 3-4 maisons. Il y avait Jobin, et ainsi de suite. Fait que c'était vacant, ce truc-là, presque complètement. C'était des hautes terres, finalement. Le vrai rang Saint-Romain, il est plus haut, 500 mètres, exactement là. Ça s'appelle comme ça maintenant, ça s'appelle la route Saint-Romain. Oui. Puis il y a des maisons historiques qui sont là. Mario, tu connais très bien cette route-là, je pense. Oui, absolument. Parce que dans la toponymie, il y a un peu une confusion. OK? Oui. Sur Saint-Romain, il est à deux places. Je reconnais ce que vous dites. En 1662, on parle du rang, de ce rang-là, là, et on se développe autour des deux côtés du rang. Il s'appelle même, il y avait même un nom de village Saint-Romain à ce moment-là. Ça devait être en haut, parce que c'est là qu'avaient été les habitations. C'est ça. Mais en réalité, ça s'est surtout appelé après ça, c'était la route de Saint-Romain, la route qui conduisait au rang Saint-Romain. C'est ça. C'est de là que vient la confusion. Et lui, ce rang-là, il a resté à la paroisse de Charlebourg jusqu'en 1845. Il n'avait pas été annexé à Saint-Ambroise là, en 1794. Ah, c'est intéressant. Merci. Merci, M. Beaulieu. C'est ça. Alors, l'autre, on l'a appelé Auguste Renoir. Il s'est appelé Saint-Paul, chemin du rang Saint-Romain. C'est le nom de l'ancienne concession qu'elle longeait. C'est ça. Alors, il y a un peu de confusion dans les noms de rues. Je n'avais parlé à Mario tantôt à l'heure du souper. Puis je suis content, M. Beaulieu, que vous apportiez ce point-là. Nous aussi, on pensait là, que, probablement que la partie sud, là, qui est Auguste Renoir, ça devait être le bas du rang Saint-Romain. Puis on a développé le haut plus à ce moment-là, j'ai 1662. Puis c'est toujours aux deux places, on nous dit que c'est à cause de Romain, l'employé des Sœurs. Alors, ça va pour C.A. Savard.
Peut-être une petite précision, Denis. Oui. J'ai lu cette semaine qu'on allait démolir le centre CA Savard pour le reconstruire en neuf au lieu de le rénover. Alors, ça me permet de faire un petit peu de millage sur cette information-là. Le centre qu'on connaît bien, là, tout près d'où se trouve le Tigre C'est géant ça. et tout ça, sera démoli et reconstruit à neuf par la Ville de Québec. Ouais, il y a une bibliothèque, là, puis il y a une espèce de gymnase. Monsieur Monsieur Gariepi? Gariepi. Ben, C.A. Savard, là, en 1944, il est devenu mon parrain, l'année de ma naissance. Alors, puisque votre mère était sa sœur, est-ce que je me trompe? Oui, C'est bien ça. Alors, il a été élu président de la commission scolaire et il a été élu votre parrain. Alors, une grosse année pour lui. Oui. On parle aussi du développement du secteur du Moulin des Mers. Alors, c'était un secteur plutôt agricole. Il y avait peu de commerce. Une épicerie au coin d'Élisabeth II, oui, aspirateur Picard. Il y en avait une autre en face du Normandin. Il y avait un forgeron, un garage, une scierie, mais ce n'était pas développé comme commerce. Mais à partir de 1962, 3 hommes d'affaires ont permis le développement du milieu. Le premier, Guy Dallaire, qui construit une épicerie dans un mini-centre d'achat avec 2 logements en haut. Son slogan, chez Dallaire, la personne d'abord, la finance ensuite. Il a grandi 2 fois, en 1966 et en 1968. Et le Croque d'Hélice y est installé depuis 1986. Entre 68 et 69, il achète les terrains du Carré Dallaire et fait du développement domiciliaire. En 1979, il vend son épicerie à Épicier Uni et ça devient un métro. Alors, M. Guy Dallaire, on a ici la photo de l'ouverture de son magasin et on voit M. C.A. Savard à côté du curé Frenette. Si je me rappelle bien, c'est lui. Alors, je l'ai reconnu, là, il est ici, c'est à savoir, C'est ça. aidez-moi si je me trompe. C'est Alors, ça. Je ne l'ai pas connu pour vrai dans la vie, mais je le reconnais quand même sur une vieille photo ici. Ça va pour monsieur Guy Dallaire. Alors, la famille Dallaire, ils ont commencé à Neuchâtel avec leur épicerie. Le deuxième qu'on connaît, qui est important dans le secteur, deuxième image, monsieur Mario, Normand Brie. En 1968, il se construit un casse-croûte. Il l'agrandit. En 1985, alors il a agrandi son casse-croûte, il en a fait de restaurants. En 1985, il a déjà 11 restaurants à son compte. 11 restaurants normandins. Suivant, M. Ronald Jobin. Son père, Ambroise, dans les années 60, va acheter des fruits et légumes au marché pour les vendre à Val-Saint-Michel, Valcartier, Shannon, avec un camion. Alors, c'est là l'origine du jardin mobile. Alors, on voit M. Jobin, Ambroise, avec son camion et ses étals de fruits et légumes. Alors, c'est le premier jardin mobile. En 1970, il installe un kiosque saisonnier sur Bastien, Rénal Jobin qui installe ça. Et en 1975, il achète la maison de Mme Mauger et construit son premier magasin. Alors, c'est ce qu'on a, le premier jardin mobile 1975. Après ça, en 1982, il s'associe à Jean-Louis Falardeau de Lormière et rouvre aussi un magasin à Orsainville. Et on connaît la suite. Et il y a eu une fin aussi, mais ils ont eu un bon développement. D'autres étapes importantes du développement de ce coin-là. En 1965, la Caisse populaire du Moulin des Mers débute au presbytère. Et en 1969, ils vont s'installer à Place Dallaire. Et vers la fin, là, il y a eu une fusion avec la Caisse des rivières de Québec. Alors, 1965, la Caisse populaire du Moulin des Mers. En 1962-64, un groupe d'entraide se forme au presbytère. C'est la Saint-Vincent-de-Paul et qui donne des coupons d'achat chez Dallaire, à l'épicerie Dallaire. Cet organisme est devenu Amélie et Frédéric
Amélie Frédéric, c'est les prénoms des fondateurs de la Saint-Vincent-de-Paul. Alors voilà. J'espère que j'ai pu vous en apprendre un peu plus sur cette seigneurie et la partie du Moulin des Mers. Alors, mes sources, la maison Auclair et Lheureux et ses occupants de M. Raymond Lheureux, le petit feuillet, le petit fascicule Moulin des Mers de M. Gilles Beaulieu, Paroisse Saint-André, 50 ans d'histoire de 1962-2012, Paroisse Saint-Ambroise de la Jeune-Lorette, 1794-1994, Histoire de la paroisse Saint-Ambroise par Denis Paul et Marie Lucier, une conférence de M. Jean Provencher et des archives de la Société d'histoire de la Haute-Saint-Charles. Alors, s'il y en a qui ont des questions, des commentaires, des suggestions, on peut répondre. Alors, s'il y en a qui ont des questions, des commentaires sur la présentation de Denis, que je félicite d'ailleurs, merci Denis, c'est une excellente présentation. Oui, on peut l'applaudir en envoyant des petites mains d'applaudissements comme ça dans la présentation. Merci Denis, merci Denis. Alors, je peux vous dire que j'étais nerveux, j'en ai parlé à Mario à l'heure du souper. Ben oui, première expérience, en tout cas, ça semble concluant. Moi, j'ai apprécié faire ça. Là. Je me suis dit, un gars qui a été prof toute sa vie, ça va bien aller, ça va bien aller. Ça donne un petit peu d'adrénaline, là, puis après ça, là, on est bien, on aime bien ça. Un peu d'insomnie, puis un peu d'adrénaline. Ben oui. Alors, s'il y en a qui ont des questions, M. Gilles Beaulieu, là, je le crois qu'il a levé la main. Allez-y, M. Beaulieu, on vous écoute au bénéfice du plus grand nombre. Allez-y. Je suis content de vous voir, M. Beaulieu, d'ailleurs. Merci. On continue toujours les recherches sur le Moulin des Mers. C'est intéressant, la conférence. C'est un bon résumé. J'avais une question, moi, une précision. Je tiens à préciser que Moulin des Mers, ça n'existe pas. Ce n'est pas une entité légale. Non. La seule référence légale qui reste, c'est la rue Moulin des Mers qui tombe sur la rue Saint-Charles. C'est ça. Ça n'a jamais été un district électoral. Il y a eu une caisse populaire qui est fusionnée à la Caisse des Rivières. Ça fait que Moulin des Mers n'existe pas, légalement. Okay. Non, mais c'est dans l'histoire. Voilà. Deuxième précision, c'est tantôt vous parliez, c'est évident, on parle de Moulin des Mers, mais on parlait de Saint-Ambroise paroisse. Lorsque ça s'est divisé en deux, il y a eu le village et la paroisse. Puis vous avez mentionné, puis ça fait longtemps que je voulais savoir, c'est qu'au début, les bureaux, entendons les bureaux de l'administration, il n'y en avait pas d'administration à l'époque, en 1900. Mais les premières infrastructures municipales de Neuchâtel, ce qu'on appelle, ça aurait été à Lormière, vous dites? Non, sur Racine. Les bureaux étaient sur Racine. Après ça, sur Lormière. Les bureaux municipaux. Oui. Le premier garage municipal aurait été à Lormière. Bien, il y avait il y avait un garage municipal. Il y a eu les pompiers, là. C'est un petit peu plus bas que le jardin mobile. Là où il y a eu le poste de pompier sur le boulevard Lormière, là, jusqu'à tout récemment, à peu près en face, là, si on veut, de l'ancien Starbucks Café, là, plus ou moins. Là, Alors, il y a un édifice municipal. Les premiers fonctionnaires municipaux de Neuchâtel étaient à Lormière. Non, oui. Avant ça, ils ont été à Loretteville. Oui, d'accord. Mais lorsqu'ils ont laissé... Je comprends très bien. Mais la raison, j'ai l'impression, c'est parce que la population était beaucoup plus nombreuse à Lormière qu'elle était au Moulin des Mers, finalement. Du côté ouest plutôt que du côté est. Ouais. Mais le choix. J'ai l'impression, hein? Probablement, mais le choix, là, je ne l'ai pas étudié. Pourquoi est-ce qu'ils sont en allés là? Mais ça se développait, Lormière se développait. Ils sont en allés vers 63 à peu près. Fait que qu'est-ce qui a amené leur choix là? On ne sait pas. Mais jusqu'à tout récemment, je pense que le poste de pompier est déménagé récemment. Il y avait encore des pompiers là, dans cet endroit-là jusqu'à tout récemment. Là. Oui. Ah, OK. C'est tout. Merci. Merci, M. Beaulieu. D'autres réactions, d'autres questions sur le thème de la Seigneurie Saint-Ignace plus largement? Je salue Jasminette, ma petite fille. Oui, Denis se fait regarder par sa petite fille et son petit-fils, entre autres. Alors, d'autres questions, d'autres commentaires? Oui. Oui, Est-ce qu'on m'entend?
Oui, on vous entend, mais je ne sais pas c'est qui encore qui parle. Vincent Savard. Monsieur Vincent Oui. Savard, je ne vous vois pas, c'est pour ça. Allez-y, Monsieur Savard, c'est un plaisir pour moi de vous entendre. Allez-y. Oui, j'ai une question au sujet de la limite sud de la seigneurie Saint-Gabriel, selon le plan qui a été montré tout à l'heure. La limite sud ne semble pas coïncider avec le fief Saint-Ignace, alors que le fief Saint-Ignace est un détachement de la seigneurie Saint-Gabriel. C'est un mystère pour moi, là. Oui, ben en fait, si Denis me permet, je vais répondre. Vas-y, Mario. Essentiellement, il n'y a pas une entente claire par rapport à la séparation nord-sud entre la seigneurie de Sillery et la seigneurie Saint-Gabriel. Alors, c'est pour ça que cette limite-là va être contestée à travers le temps. Et sur différents plans, la limite va être à différents endroits nord-sud. Mais, par exemple, il y a des concessions de terre qui se font dans la seigneurie Saint-Gabriel, mais qui se font dans le coin de... c'est quoi le nom de la rue? La Suette, je pense, Oui. dans cette fois. Alors, ça, c'était dans Saint-Gabriel. J'ai lu des concessions de terre sur ce secteur-là. Donc, la limite nord-sud entre Sillery et Saint-Gabriel n'est pas claire, d'une part. Et dans cette contestation-là de la limite nord-sud, va rentrer en ligne de compte, notamment, la volonté d'appropriation de la seigneurie de Sillery, notamment par les Hurons, qui vont, dans leur lutte pour obtenir les droits sur la seigneurie de Sillery, contester éventuellement la limite nord-sud de la seigneurie. Alors, ce n'est pas une limite claire, puis c'est pour ça que sur le plan qu'on a vu tantôt, c'est effectivement vrai que la limite entre Saint-Gabriel et Saint-Ignace n'aurait pas dû être comme ça, mais aurait dû être complètement dans le bas à cause de la contestation de la limite nord-sud. Pour comprendre cette lutte-là, je vous suggère un livre excellent que j'ai ici, tout juste à côté de moi, qui s'appelle « C'est ma seigneurie que je réclame » de Michel Lavoie, dans lequel on a 475 pages qui tentent d'expliquer en partie la séparation seigneuriale nord-sud. Je répondrai ça. Voulez-vous compléter, M. Savard? Ben, c'est-à-dire que récemment, on a fait faire une étude à la comparaison Kabir-Kuba. Oui. On a mentionné que la limite sud de la seigneurie Saint-Gabriel avait été établie par un bornage par arpenteur royal qui, lui, dépendait du gouvernement de Québec et qui ne dépendait pas ni des Jésuites ni des Hurons, mais du gouverneur de la Nouvelle-France, en poste à Québec. Donc, c'est un point de vue différent de celui de M. Lavoie. Oui. Oui, M. Lavoie, on pourra en parler longtemps, là, M. Lavoie. Un point de vue Huron, lui. Oui. Oui. Effectivement. Mais ce qui est encore plus fascinant dans la limite, c'est que autant la seigneurie de Sillery que la seigneurie Saint-Gabriel étaient des seigneuries jésuites. Et donc, a priori, pour eux, la contestation nord-sud n'était pas un enjeu si grand, finalement, pour les jésuites, je veux dire. Oui, et les jésuites qui vont être abolis, l'ordre va disparaître, et les biens des jésuites, dont les seigneuries, vont être saisis par la couronne britannique en 1800, à la suite de la mort du dernier jésuite, Jean-Joseph Cazot. Monsieur Savard? On peut ajouter une chose? Allez-y. La seigneurie de Sillery, elle semble avoir été concédée aux premiers Amérindiens qualifiés de néophytes sauvages par le gouverneur de la Nouvelle-France. Et on ne désigne pas, ce sont des montagnais, des Inuits, des Hurons, des Abénaquis ou des Malécites, mais plutôt des néophytes chrétiens. Donc, c'est pas clair que les Hurons sont visés par l'établissement de cette seigneurie, là, parce qu'ils ne sont même pas à Québec au moment où les Jésuites s'installent à Sillery. Effectivement, puis j'ajouterais pour terminer une autre chose, c'est que lorsque Robert Giffard prend possession de la seigneurie Saint-Gabriel, eh bien, l'endroit exact où se situe cette seigneurie n'est pas déterminé. Alors, il va finalement la placer à un endroit où il y avait un trou, si on veut, un vide, et ce vide-là va se situer finalement
là où on se trouve ici aujourd'hui pour la seigneurie Saint-Gabriel. Et le détachement à l'est, bien, lorsque ce sera cédé aux hospitalières de l'Hôtel-Dieu de Québec, bien, va combler, finalement, coller sur les autres seigneuries dont on a parlé tout à l'heure, là, en se dirigeant vers Charlesbourg. Avec non seulement, on a mal commencé l'affaire en sachant pas exactement où était la seigneurie Saint-Gabriel, d'une part. D'autre part, il y avait toute la question de Sillery et Saint-Gabriel l'une derrière l'autre. Troisièmement, il y avait le détachement de Saint-Ignace, qui est un détachement de Sillery qui vient compliquer l'affaire. Puis, ben, quatrièmement, toute la question des revendications des Autochtones à travers tout ça, d'où le titre du livre que je vous ai montré. C'est ma seigneurie que je réclame, écrit par Michel Lavoie. Alors, on pourrait en avoir pour quelques centaines de pages là-dessus, assurément. Un autre détail. Allez-y, M. Savard. La Caisse populaire de Neuchâtel, avant de se fusionner avec la Caisse des rivières de Québec, elle s'est fusionnée à la Caisse populaire de Saint-Émile pour devenir la Caisse populaire du Moulin-des-Mers. Du Moulin-des-Mers, oui. Et c'est la Caisse populaire du Moulin-des-Mers qui a été fusionnée à celle des rivières. C'est ça. Donc, voilà. Moi, j'avais une question. Monsieur Gary Epi. J'ai retrouvé des documents qui sont adressés à Onésime Savard, qui est le père de Charles-Auguste, qui a été secrétaire de la municipalité et de la commission scolaire. Dans ces documents-là, de 1915-1920, comme ceux que je viens de vous montrer, alors là, il parle de cotisation et c'est les syndics d'église. Alors, je ne sais pas à quoi ça correspond. Est-ce qu'il y avait une taxation pour payer les églises? Je n'ai pas la réponse. Je vois qu'il y a beaucoup de lettres d'échange et puis ils disent que la totalité de l'évaluation à cette époque-là était de 1 280 000 de toute l'évaluation de toute la paroisse. Mais on parle de cotisation des syndics d'église. Est-ce que quelqu'un sait de quoi il s'agit? Est-ce que vous... Monsieur Savard, allez-y. Selon le Code civil du Bas-Canada, la dîme pouvait être perçue par les autorités paroissiales comme une taxe. Et ça créait un privilège sur les propriétés lorsque les contribuables ne payaient pas la dîme. Donc, c'était un droit préférentiel comme les taxes foncières municipales et scolaires. Ah, alors merci pour la réponse parce que Code là, civil du Bas-Canada. Là, à ce moment-là, l'arrière-grand-père était chargé de percevoir ces taxes-là. Et dans une autre lettre où il écrivait à ses avocats, il demandait est-ce qu'il avait le droit de taxer les corporations. Donc, ce n'était pas des personnes physiques. Et puis là, l'avocat lui répond qu'il n'a pas le droit de taxer. Alors, il y a quelques lettres de ces années-là. Et je ne savais pas de quoi il retournait, mais là, vous m'avez donné la réponse. Merci. Alors, évidemment, M. Gariepi, si vous voulez nous en numériser quelques-unes à la société, on est toujours intéressé à des documents comme celui-là. De votre document, de votre question et de votre réponse à M. Savard également. Là, voilà. Sinon, est-ce qu'il y a d'autres membres, gênez-vous pas, on est entre nous autres, qui ont des questions ou des commentaires sur la seigneurie Saint-Ignace? Il semblerait que non. Alors, vous savez que tout récemment, j'ai fait une petite entrevue radio avec Claude Bernatchez à la radio de Radio-Canada le matin concernant le fameux pont Patate. Vous avez déjà entendu ça, hein? Oui, alors, le pont de la Patate. Sur le boulevard de la Colline, qui traverse la rivière Saint-Charles. Donc, c'est sur la limite entre la seigneurie Saint-Gabriel et la seigneurie Saint-Ignace. Alors, le commentateur là, du trafic le matin, Marc-André, recevait des questions là, parce qu'il y avait des embouteillages sur le pont Patate qui étaient en réfection cet été. Et là, il y avait toutes sortes d'hypothèses qui étaient émises à gauche, à droite sur la question du pont Patate. Pourquoi ça s'appelle comme ça? Puis là, bien, Hugo a partagé dans le chat d'ailleurs cette entrevue. Merci Hugo, tu es très rapide. Vous pourrez l'écouter éventuellement. Puis bien, ils m'ont demandé une entrevue le matin là, à 6h15 le matin pour répondre à cette question-là. Ce que j'ai tenté de faire au mieux de ma connaissance. Et essentiellement, j'ai trouvé en fait des documents en fait
qui font référence à l'expression pont patate ou pont à patate là, dès la fin du 19e siècle. J'en fais mention avec un peu plus de précision là, dans l'extrait vidéo qu'on a mis sur notre page Facebook, entre autres. Là. Alors, on était à la limite, là, hein, bien sûr, entre les deux seigneuries, Saint-Ignace et Saint-Gabriel. Qui est une belle ligne droite là, qui s'en va vers le nord là, et qui s'en va là, au plus grand bonheur de Charles, là, vers le lac de l'Age, très, très loin dans le nord. Là. Voilà. Alors, Monsieur Gariepi, allez-y. Charles-Auguste Savard et ma mère et mon père, ils cultivaient des patates sur une terre qui était en haut du pont de la patate. C'est vrai? Et, à l'époque, il n'y avait pas de voleurs puis pas de caméra de sécurité. Là. C'était quand même loin du Moulin des Mers. Et puis, on se rendait là fin août pour la récolte collective. Alors, moi, j'avais 5-6 ans, là, et c'était encore cultivé pour faire des patates. La terre était assez riche. C'était bon. C'est une terre qui était défrichée depuis longtemps, j'imagine, qui appartenait à votre famille, puis votre famille cultivait une culture qui ne nécessitait pas nécessairement beaucoup d'entretien, les patates, puis rendu à la fin de l'été, au début de l'automne, on ramassait ça. D'ailleurs, dans le livre qu'on a écrit l'année dernière, là, il y a une belle photo là, de triage de patates là, au lac Saint-Charles. Là. Vous avez vu le texte qui est écrit en dessous. Là. Oui. C'est d'ailleurs ma conjointe Marie-Michel qui l'a écrit, ce texte-là. Là. Hein, essentiellement, qu'est-ce qu'on faisait? C'est qu'on... quand elle disait ça? On vend les grosses, on mange les petites, puis on plante les moyennes, quelque chose de même. Là, je ne sais plus exactement. Alors, c'est une image savoureuse, là, puis un texte savoureux également là, en dessous de cette belle photo-là. Alors, Pont-Patate, bien sûr, à la frontière entre la seigneurie Saint-Ignace et Saint-Gabriel. Sinon, d'autres commentaires, d'autres questions sur cette seigneurie qui se trouve tout à l'est de notre territoire? Évidemment, on a parlé tout à l'heure de la maison Lheureux, là, Denis l'a évoqué, là, qui est tout juste de l'autre côté du pont là, à la rivière du Berger, là, qui est une magnifique maison là, de la fin du 17e siècle, qui est un bijou là, sur le territoire, là, vous comprenez bien. Alors, vous êtes tous déjà passés devant, vous l'avez tous déjà admiré, cette magnifique maison-là, là, qui est une pièce d'architecture exceptionnelle. Donc, la côte des Érables aussi qu'on a mentionné, là, qui est à l'extérieur de la Haute-Saint-Charles, mais c'est un territoire aussi où il y a plein de belles vieilles maisons là, que vous connaissez sans doute très bien. Monsieur Savard. Monsieur Savard. La maison actuellement possédée par Monsieur Reed, oui. Qui s'appelait désignée comme étant la maison du meunier. Oui. C'est fondé? Oui, c'est fondé. En fait, Monsieur Reed avait fait toute la recherche sur l'histoire de la maison, dans l'ensemble des actes depuis l'établissement du cadastre paroissial, mais même avant ça. Puis c'est fondé, c'est prouvé, c'est démontré là, avec des documents que c'était une maison qui était habitée par le meunier. Puis le meunier se rendait donc par un chemin d'inter vers le moulin, là, vers en bas. Là. La maison dont M. Savard fait question, c'est une maison qui est dans un... je ne me souviens pas de la rue exactement. Là, si quelqu'un peut m'aider, c'est pas loin de chez vous. Là, Jacqueline Pelletier, Jean-Philippe Paul, entre autres. Là, aidez-moi. Je ne sais pas si Charles se souvient le nom de la rue exactement. En tout cas, peu importe, c'est une vieille maison, en fait, qui se trouve là, pas loin de Bastien, puis du Moulin des Mers, finalement, là, et qui était menacée de démolition pour faire construire un développement là, de maisons modernes là, dans les années 60-70. Puis M. Reed et son épouse, là, ils ont acheté, en fait, la vieille maison et tous les terrains autour. Qui étaient les terrains en fait qui auraient été développés pour construire des bungalows, mais qui n'ont pas été construits. Et pour protéger la maison, ils ont acheté l'ensemble des terrains. C'est une maison auparavant qui appartenait à la famille de Mme Thérèse Aurélique, que certains d'entre vous avaient connue. Là, son père là, avait possédé cette maison-là aussi, après les meuniers, bien sûr, vous comprenez bien. Et cette maison-là était considérée comme étant la maison du meunier du Moulin des Mers. Effectivement. Donc, il y a des documents, M. Reed, là,
Bon, il ne vient pas là, virtuellement, là, mais éventuellement, on pourrait le contacter là, pour lui demander là, certains de ces documents. Là. Puis, tantôt, Denis a mentionné les noms des meuniers du Moulin des Mers. Là. Pour bien connaître les meuniers du Moulin à farine à la chute Kabirkouba, c'est le même monde. C'est les mêmes meuniers qui se passent d'année en année, là, la gestion d'un moulin avec l'ancienne Lorette, avec Loretteville, avec le Moulin des Mers. Ils tournent en rond. C'est toujours les mêmes, essentiellement. Là. Il y a comme une clique là, secrète de fariniers et de meuniers, puis ils s'échangent les contrats d'année en année autour, là, dans le secteur nord de la ville de Québec. Voilà. Sinon, la rivière du Berger, là, dans certains documents d'archives aussi, Denis, on l'appelait la rivière du Moulin des Mers aussi. On lui a donné ce nom-là dans certains documents que j'ai vus. Sur les archives des sœurs, les meuniers se passaient d'un à l'autre le bail, puis il était difficile à remplir. Les sœurs avaient décidé de ne pas payer quelqu'un et de louer le meunier parce qu'ils trouvaient qu'il payait à rien faire. Alors, mais le meunier, il trouvait ça difficile. Là. Il se passait le bail où il signait un bail de 5 ans ou 10 ans, puis il ne respectait pas parce que c'était pas assez payant. Alors, c'est pour ça qu'il s'en allait ailleurs, puis qu'il revenait. Puis... Ben oui, c'est ça. Sinon, est-ce qu'on a d'autres questions, d'autres commentaires? Tantôt, là, on a fait mention aussi là, du secteur Saint-François-Xavier dans le nord, là, entre le lac Saint-Charles et le secteur de la Miséricorde, là, qui est une terre là, de roche, là, si on veut. Là. Essentiellement, c'est le haut du boulevard de l'avenue Lapierre, là, où il y a le poste de pompiers de Saint-Émile, là, dans ce secteur-là. Là, vous connaissez bien le secteur dans le haut. C'est effectivement là, assez rocheux. Là, c'est assez rocheux là, en montant là, sur le plateau là, de Saint-Émile, avant d'arriver dans une vallée un petit peu plus fertile autour du lac Saint-Charles. Pour ton information, Mario. Monsieur, ça va, oui? Oui. Il y a un nommé Onésime Fizette que tu connais bien. Oui. Qui aurait eu une terre à bois dans ce secteur-là. Dans le secteur Saint-François-Xavier? Oui. Oui. Certain Onésime Fizette. Dans le règlement de la succession d'Onésime Fizette, il est question d'un lot à bois oui. dans ce secteur-là. Le Onésime Fizette en question est décédé en 1927. Je ne le connais pas particulièrement personnellement. C'est l'arrière-grand-père à M. Savard, puis c'est mon troisième voisin, en fait. Mes enfants, ils disent il y a des belles décorations de Noël chez Onésime Fizette. Ils l'appellent comme ça, même s'il est mort depuis 1927. Et se dit Onésime Fizette, il restait à Loretteville, mais il y avait une terre à bois dans le haut de Saint-Émile. Comme à peu près là, tout le monde du village au sud. Là, tout le monde avait des terres à bois vers le lac Saint-Charles, vers Saint-Émile au nord, dans Bel-Air, au Val-Saint-Michel, etc. Là, parce que vous savez qu'en moyenne, à une époque, on n'avait pas l'électricité ou le chauffage comme aujourd'hui, on utilisait là, à peu près une vingtaine de cordes de bois par année. Alors, ça en prenait, puis ça chauffait toute l'année. Le poêle, il chauffait même l'été pour faire à manger, bien sûr. Là. Vous le comprenez bien. Dans la cuisine d'été, pour que ça soit moins chaud. Là, mais voilà. Donc, une vingtaine de cordes de bois par année, ça en prenait beaucoup. Donc, on le circulait, là, on le descendait l'hiver, puis voilà. Onésime Fizette, mon troisième voisin. Oui. Écoutez, à nouveau, je tiens à remercier Denis. Alors, cette conférence-là devait être prononcée là, lors de l'Assemblée générale en 2019, mais on était en plein dans le moment du lancement du livre, mais aussi de la démolition de la maison Paquette sur Laurence et Jacques. Et la conférence n'a pas été prononcée parce qu'on a eu une grande discussion de l'Assemblée générale sur la protection du patrimoine bâti. Et cette conférence que Denis devait prononcer à ce moment-là a été reportée au printemps cette année, en 2020. Mais le printemps a un peu dégénéré, je ne sais pas si vous en souvenez, lors du premier confinement généralisé et tout ça. Et là, c'était comme l'occasion de réussir à faire profiter à l'ensemble des membres le travail que Denis a concocté pour cette présentation qui devait d'abord avoir lieu
il y a un peu plus d'1 an maintenant. Alors, je tiens à le remercier. Puis, ben, ça m'a permis d'assister à mon premier mercredi de l'histoire à titre de participant et non pas de conférencier. J'en suis fort heureux. Bien, j'en profite, en fait, Société d'Histoire, vu que vous êtes beaucoup devant moi présentement, pour vous souhaiter un excellent temps des fêtes chez vous, probablement seul, avec ceux avec lesquels vous habitez. Alors, ce sera un Noël différent. Puis, ce sera un Noël dont on se souviendra longtemps, je pense. Mais ce sera l'occasion, peut-être, durant ce confinement du temps des fêtes, de pouvoir peut-être fouiller vos vieilles boîtes de photos, vos vieux documents. Puis, ben, peut-être que vous allez trouver des affaires que vous vous dites, ah, ben, je ne sais pas, ça me tente bien, je sais. Puis là, vu que vous allez avoir beaucoup de temps, vous allez dire, ben, je vais les envoyer à la Société d'Histoire, je vais leur prêter, ils vont les numériser, ils vont me leur donner, ou je vais leur donner, puis on va les classer dans un fonds qui porte mon nom pour l'éternité. Puis ben, la Société d'Histoire en sera bien heureux, puis peut-être que dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, on fera un mercredi d'histoire avec des photos que vous nous avez données, prêtées ou prêtées. Ouais, c'est ça, données ou prêtées. Sinon, nous, eh bien, on va se revoir, mais pas en janvier, vous le savez. Parce qu'en janvier, ça tombe, vous voyez, cette année, le premier mercredi de janvier, ça tombe le 6 janvier. C'est beaucoup trop tôt. Le monde est encore dans la dinde puis dans la tourtière. Là. Surtout que là, la dinde, tu vas en manger longtemps parce que tu es 2 chez vous puis tu vas te faire qu'une dinde puis tu vas en avoir des restes pendant 3 mois, d'une part. Alors, nous, on va se revoir dans le prochain mercredi de l'histoire en février. Alors, je suis en train de vérifier. Ça tombe le mercredi 3 février 2021. Alors, ça va nous faire plaisir. Là. On n'a pas encore nos thèmes pour l'hiver, mais j'ai déjà des idées sur les 4 thèmes qu'on va utiliser à l'hiver pour présenter, probablement encore à distance, là, via Zoom, les mercredis d'histoire de l'année 2021. On a-tu hâte d'être en 2021, tout le monde? Alors, ben, j'en profite pour vous souhaiter à toutes et à tous un bon Noël, un joyeux Noël, une excellente année 2021. Puis bien, continuez de nous suivre, entre autres, sur Facebook. Puis ben, notre courriel est toujours en fonction. Gênez-vous pas pour nous écrire, là, même pour des demandes de recherche, là, on a toujours quelqu'un qui peut passer pour aller vous donner un coup de main si vous avez des questions sur notre histoire locale. On est là pour ça. Puis ben, parlez-en à vos amis, puis dites-leur que c'est vraiment le fun ce qu'on fait. Parce que moi, j'ai trouvé ça le fun ce soir, comme participant, d'écouter une conférence, puis tout ça. J'ai eu bien du plaisir. Alors, ben, si vous voulez ouvrir vos micros, là, tout le monde, là, ça va nous faire plaisir de nous saluer collectivement et de nous dire au revoir et de nous souhaiter un bon joyeux Noël. Je suis content, là, je vois du monde de Montréal, là, un de mes frères à Montréal, entre autres, Michel Larouche à Montréal qui est là, qui peut assister. Là. Bravo, on est content de te voir. Puis tout le monde un petit peu partout. Là. Alors, ça nous fait plaisir. Ben, joyeux Noël, tout le monde. Puis, Joyeux Noël! Merci Denis, merci Arion. Bonne année, merci tout le monde. Merci Denis. Toi. Salut. Bye. 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 Bye tout le monde. Bye bye. Bye, merci tout le monde.